Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Les réseautages, cette nouvelle étape de la vie associative, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Développer son activité professionnelle, ses connaissances et progresser, voici entre autres les avantages qu'ont les membres d'un réseau professionnel au Mali. Qu'est-ce que les adhérents offrent en contrepartie pour avoir ces privilèges? Est-ce la seule voie sûre pour faire émerger son activité? Des questions qui seront au cœur de ces débats et comme invité, nous avons Mme Touré Aminatou Abdou Saleh. Elle est la vice-présidente du réseau NALA, qui est le réseau des nouveaux leaders de l'agrobusiness en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, Yacouba Amidou Maïga, il est le président du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP. Bonsoir. Et comme troisième invité, nous avons Mme Koura Diarra, chargée de communication du réseau des jeunes femmes leaders, des partis politiques et des organisations de la société civile. Bienvenue. Merci. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Alors, Mme Touré Aminatou Abdou Saleh, et c'est quoi le réseautage? Alors, le réseautage, bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde et merci vraiment de nous avoir invités autour de ce thème très important qui est le réseautage. Le réseautage, c'est une mise en relation des compétences, des savoirs pour faire avancer une cause. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est d'actualité. Les gens se mettent en réseau pour faire avancer une cause, qu'elle soit dans le domaine industriel, de la société civile, politique. En tout cas, l'objet du réseautage, c'est d'abord de se mettre ensemble. Vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est important, étant dans l'agroalimentaire, dans la transformation, est-ce que c'est important de faire partir d'un réseau? Alors, mon réseau, le NALA, c'est un réseau en fait de femmes chefs d'entreprise. Uniquement pour le moment, nous ne sommes que des femmes chefs d'entreprise et on s'est mis ensemble. Chacun est leader dans son domaine. Moi, je suis leader dans le thé. Notre présidente Aïssata est leader dans les jus. Il y en a qui sont leaders dans les cosmétiques, dans les céréales, dans les semences et autres. Donc, chacun leader dans son métier avec beaucoup de background. Donc, l'objectif, en fait, de se mettre en réseau, c'est de mettre nos compétences en commun et voir comment aider aussi les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous, on a quand même une expérience et en les accompagnant, c'est aussi, en fait, l'objectif est de les faire éviter aussi, nous, les devoirs qu'on a eus au début de nos activités. Donc, c'est vraiment une école. Ça permet, nous, déjà de faire avancer nos entreprises et en même temps d'aider aussi ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, M. Yacouba Amidou Maïga, vous pensez, comme Mme Touré, que le réseautage, c'est une école? Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné l'occasion d'être sur ce plateau avec nos autres associations alliées et partenaires pour discuter de cette question. Voilà, merci aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent depuis leur poste receveur. Pour venir en complément à ce qu'elle vient de dire, je rappelle que je suis Yacouba Amidou Maïga, le président du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, qui est un réseau citoyen créé depuis 2006 et qui, de sa création à aujourd'hui, intervient beaucoup au niveau de toutes les régions du Mali et de tous les cercles du Mali. Elle avait dit dans son intervention, je suis entièrement d'accord par rapport à ce qu'elle avait avancé, mais je voudrais dire que le réseautage existait depuis. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourra ajouter cet aspect informatique qui vient s'ajouter, parce qu'avant, c'est beaucoup plus physique. C'est des organisations, des associations, des ONG qui partagent les mêmes objectifs et chacun dans son domaine à travers tout ce qu'il fait ou qui mène comme activité, comme expertise sur le terrain, qui décide de se mettre ensemble pour constituer une force. Constituer une force dans ce sens de pouvoir faire bouger les choses. Je me réfère à mon réseau, par exemple, où quand nous avions eu l'idée de le créer en 2006 avec, sous le leadership de Mme Traoré Oumou Touré, c'était suite à un constat où on s'était dit que suivant l'avènement de la démocratie au Mali, nous savons
le combat que les jeunes et les femmes ont mené à cette époque-là pour que l'avènement de la démocratie puisse être une réalité au Mali. Mais après quelques décennies d'exercice démocratique, on a constaté que les couches les plus vulnérables sont ces deux couches-là, les jeunes et les femmes. Maintenant, on s'est dit qu'est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de penser à quelque chose pour mettre ces deux forces ensemble pour constituer une seule force de pression, de proposition, de veille citoyen, de contrôle citoyen pour que, au finish, que le point de vue ou les préoccupations des jeunes ou leurs besoins prioritaires puissent être pris en compte. Donc voilà un certain nombre de choses qui motivent souvent les acteurs à décider de se mettre ensemble pour constituer une force. Et je le rejoins dans ce sens-là quand elle disait que c'est de voir dans quelle mesure elles se mettent ensemble pour partager leur expérience, de voir dans quelle mesure elles puissent partager ces expériences-là. Peut-être ce qui n'a pas marché chez moi a marché chez Cora et que moi je peux m'en inspirer pour faire bouger les choses de mon côté. En d'autres sens aussi, aujourd'hui, on est dans un pays, comme vous l'avez si bien annoncé au départ, où on sait que la création des associations est devenue monnaie courante. Chacun pense qu'il faudrait qu'il crée son association. Chacun pense qu'il faudrait qu'il crée son ONG. Chacun pense qu'il faudrait qu'il crée son entreprise. Mais souvent, pour les faire fonctionner, ça pose problème. Maintenant, le fait de s'asseoir, observer, voir que, bon, je vois mon ami Koura, son association marche, je vois mon ami Aïssa, son association marche, je me dis, est-ce que je ne vais pas me mettre avec elle pour profiter de leur expérience et faire bouger un peu, moi aussi, mon association, au risque de la perdre. Donc, voilà un peu un certain nombre de raisons qui poussent les organisations à se mettre ensemble, les hommes et les femmes à se mettre ensemble pour constituer un réseau. Ça peut être à dimension locale, ça peut être à dimension régionale, ça peut être à dimension nationale, ça peut être à dimension internationale sous-région. La collaboration entre les réseaux, on va parler au cours de l'émission. Merci. Et entre-temps, la prochaine question s'adresse à Koura Diarra. Décider de se mettre ensemble pour bouger et faire bouger les lignes. Est-ce que on peut dire que c'est l'un des objectifs du réseautage aujourd'hui? Alors, merci bien pour cette question. Et je vais peut-être me rejoindre à mes prédécesseurs de vous saluer et de remercier aussi le studio Tamani pour nous avoir invités sur ce plateau. Alors, je suis Koura Diarra du réseau des jeunes femmes leaders, des partis politiques et des organisations de la société civile, qui a pour ambition de faire connaître, faire développer aussi le leadership chez les femmes, et notamment les jeunes femmes, au sein des associations et au sein des organisations, au sein des partis politiques. Faire un réseautage, c'est d'évoluer ensemble, faire connaître ce que tu fais et faire aussi adhérer les gens qui partagent les mêmes visions, les mêmes objectifs et les mêmes buts que vous. Cela m'amène à dire que selon nos expériences propres, parce qu'au début, nous, on était des filles, entre guillemets, et il nous a fallu élargir le réseau. Et ce qui nous a amené à visiter ou même à aller chercher des expériences ailleurs et aussi à faire adhérer d'autres personnes à nos visions. Et vous savez que souvent, les jeunes femmes ont du mal à émerger dans les partis politiques et des organisations, même de la société civile, sauf si c'est une organisation typiquement féminine. Et même là, ce n'est pas évident parce qu'on voit aussi nos mamans qui sont là à la tête et évoluent, mais souvent, elles ont du mal à faire ramener les jeunes femmes. Et nous, on s'est mis en tête que nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes objectifs et le but commun, c'est d'évoluer. Et ça nous a permis de rapprocher des femmes, des jeunes femmes
et même des femmes matures, parce que souvent, on peut avoir les mêmes besoins, même si on n'est pas de la même génération. Et ça nous a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs. Parce que une force, c'est... Si vous constituez une association, vous avez peut-être une force et vous avez aussi des limites. Et si vous ne partez pas chercher des solutions, peut-être que la solution se trouve ailleurs. Et ça nous a permis de rapprocher beaucoup d'associations, notamment le RENEDEP, qui est aussi un réseau entre guillemets de jeunes, dont le maximum des membres, ce sont des hommes, mais quand même qui ont voulu ouvrir leurs portes au REGEPO et qui continuent à nous appuyer. Et nous aussi, ce qu'on a à leur offrir, on le fait. Et c'est là aussi, d'autant plus que sur le plan politique, sur le plan leadership, nous avons aussi intégré d'autres réseaux. C'est-à-dire, nous pouvons même prendre l'exemple sur le réseau des femmes ministres et parlementaires, parce qu'on s'est dit que nous, nos objectifs, c'est d'évoluer, c'est d'étendre sur tout ce qu'on est en train de faire. Et on s'est rendu compte que l'intégration, le réseautage, c'est plus profitable que de rester en marche, que d'évoluer dans son propre domaine ou bien même être renfermé. Voilà, nous avons des actions à faire et autres. Alors que si vous intégrez, allez voir ce qui se passe chez l'autre, cela va t'amener à bien, recadrer tes actions et aussi mener à bien et d'atteindre aussi des résultats escomptés. Je pense que, comme on le dit en Bambara, c'est comme si ce que tu as, et si tu pars chercher, ou bien même ce que tu as besoin, si tu pars chercher sur l'autre, ça va créer une sorte de collaboration, ça va te faire connaître et ça va aussi te permettre de te corriger ou bien même d'atteindre l'objectif souhaité. Atteindre les objectifs, se faire connaître. Vous, dans le domaine de l'agrobusiness, je suis sûre que c'est très important. Maintenant, dans vos propos, vous avez eu à dire que dans votre réseau, il y a des leaders. Vous étiez toutes leaders dans vos différents domaines. Est-ce à dire que quand on n'est pas membre d'une organisation ou bien quand on n'est pas leader d'une organisation, on ne peut pas faire des réseautages? Est-ce que c'est une histoire d'élite? Alors, c'est une très bonne question. Ce n'est pas une histoire d'élite. Ce sont des élites qui se mettent ensemble pour amener les gens à être des élites, les autres à être des élites. Donc, l'objectif, en fait, nous, de se mettre ensemble, c'est déjà démarrer quelque chose, parce qu'on est toujours dans le statu quo. Chacun est de son côté, chacun dans son petit coin. Et quand on est dispersé, rien n'avance, alors qu'on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes ambitions et on veut aller aussi passer à une autre échelle. Et on s'est rendu compte que tant qu'on ne se met pas ensemble là, on n'ira pas loin. Seul, on avance, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est un peu l'objectif, en fait, qui nous a poussé à nous mettre ensemble. Donc là, c'est déjà mettre notre expérience au profit des jeunes, comme je l'avais dit, mais comme l'avait souligné Koura, maintenant, le réseautage dépasse en fait nos petits, comment on appelle ça, nos petits problèmes nationaux. Ça va au-delà. Donc, on est obligé à un moment de passer à notre échelle, aller à l'international. Et tant que nous-mêmes, à l'échelle nationale, régionale, là, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour atteindre des objectifs, c'est pas évident qu'on puisse aller à une autre échelle. Donc, c'est ce qui nous a un peu motivés. On a fait beaucoup d'activités, notamment dans le mentorat, dans le coaching, comme je vous l'ai dit, et même dans la recherche de financement. Avec le FACEJ, nous avons accompagné une vingtaine de jeunes à avoir des financements, à les accompagner aussi, à concrétiser leurs projets. Ces jeunes sont ciblés? C'est par candidature? Ces jeunes, c'est par candidature. On publie sur notre page appel à candidature. Ils nous soumettent leurs projets. On essaie de les comment on appelle ça, de les interviewer, de voir si leur projet est tenable, de voir s'ils sont engagés. Donc nous,
avec 10 minutes de causerie avec le porteur de projet, on peut déjà savoir si le projet est bon ou pas. Donc, après, quand le projet est validé, on essaie de l'accompagner. Comment est-ce qu'il peut avoir le financement? Nous, on connaît grosso modo tous les rouages, donc on peut les orienter déjà vers une source de financement sûre. Et comme je l'ai dit, il y a une vingtaine déjà de personnes qui ont eu des financements qu'on a accompagnés, qui ont concrétisé leurs projets et qu'on a suivis aussi. Aujourd'hui, ces jeunes sont là, qui m'écoutent, je les salue. Je ne vais pas tous les citer ici, mais c'est des bons projets, c'est des jeunes, c'est des femmes qu'on a accompagnées vraiment. Maintenant, au-delà du national, la mise en réseau à l'échelle internationale, c'est très intéressant. Nous, ce qu'on fait, c'est déjà essayer d'être présent sur la plateforme internationale. Donc, on essaie de participer à des foires, à des expositions et à beaucoup d'événements à l'échelle internationale. Donc, récemment, on était à Abidjan, au Salon de l'agriculture d'Abidjan, où nous avons participé au Sahara. Et on s'est rendu compte que le monde ne se limite pas ici. Il y a tous les pays ont leur propre organisation aussi. Et le fait d'avoir vu d'autres pays qui évoluent, qui ont des plans d'action, qui ont des réalisations aussi, ça nous a inspirés. Donc, ça a été quand même l'occasion de se mettre tous en réseau à l'échelle internationale et d'adhérer à une plateforme qu'on appelle AWIP, African Women in Processing. Donc, ça aussi, c'est un grand réseau africain qui existe et qui a beaucoup de... Ils ont beaucoup de, comment on appelle ça, de réalisation. Donc, nous, à notre niveau, en tout cas, on essaie autant bien que mal de réaliser des choses à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale aussi, on essaie de voir ce qui se passe et de s'en inspirer. Alors, Madame Touré nous a déjà amenés à l'étranger. Et l'objectif aussi du réseautage, c'est de s'exporter et côtoyer d'autres personnes dans le même domaine ou pas. Et vous, dans le domaine associatif, déjà, elle nous a amenés hors des frontières du Mali. Au niveau national, au niveau local déjà, comment les réseaux-là se constituent et décident après de s'exporter? Merci beaucoup. Donc, je reviens toujours à mon expérience, c'est-à-dire que pour parler un peu de mon réseau, le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, qui depuis sa mise en place, comme son nom l'indique, il y a des groupements de jeunes qui font partie, des groupements de femmes qui font partie, parce que depuis sa conception, c'est les deux entités qu'on a ciblées. C'est pourquoi à l'interne, on appelle les jeunes les SOFA patriotes et les femmes les Amazones démocrates. Donc, de Caille à Meneka, là où on a implanté nos démembrements, nous avons fait de telle sorte que nous puissions leur enseigner les valeurs que nous prenons en tant qu'association. Parce que les gens créent les associations, mais il est important qu'ils sachent pourquoi créer une association. La vie associative, comment une association doit fonctionner. Si c'est une ONG, comment une ONG doit fonctionner. Parce que souvent ça manque. Les gens, ils ont l'opportunité de créer une association, ils créent l'association, après, ils n'en savent pas quoi faire. C'est pourquoi nous, quand on avait créé ces trucs-là, on a dit il faut qu'on ait en tout cas des petites écoles, si je peux me permettre m'exprimer ainsi. C'est pourquoi on a mis en place ce que nous appelons les clubs genre, paix et sécurité au niveau des établissements. Parce qu'on s'était dit que oui, toutes ces associations ONG aspirent à un changement. Mais ce changement, comment ça peut venir? Il faut qu'on aille de la base au sommet. Donc partout où on a mis des clubs genre, paix et sécurité, ce sont des associations qui s'y retrouvent. Et on les enseigne. Comment est-ce qu'elles peuvent se prendre en charge? Elles peuvent prendre des initiatives dans les localités d'intervention. Au niveau du réseau, aujourd'hui, qu'est-ce que le réseau peut les apporter? Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités, mais ce n'est pas donné à toutes les associations ou à toutes les ONG. Donc nous, en tant que réseau mère, aujourd'hui, souvent, il y a de ces formations où
des alliés et associations comme REGEFPO peuvent nous toucher pour nous dire est-ce que vous pouvez nous envoyer des participants de Kidal, de Menaka, de Gao, d'Ansongo, de Bourem, etc., etc. Et nous, les membres de nos réseaux qui se trouvent dans ces localités, nous les ciblons et nous faisons en sorte qu'ils puissent profiter de l'occasion, de l'opportunité, souvent qui les fait venir ici à Bamako pendant une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, pour se former. Se former sur quoi? Ça peut être le leadership, ça peut être le montage de projets, ça peut être la mobilisation des ressources, ça peut être la vie associative, etc., etc. Et c'est des formations qui leur permettent, en tout cas, d'avoir des capacités, de pouvoir mieux s'organiser dans leur localité d'intervention respective. Autre chose, c'est quoi? C'est dans ces localités-là, c'est de pouvoir, comme elle l'a dit, faire émerger des élites. Que ces gens-là, que d'autres associations voient, le fait qu'ils ont adhéré à ce réseau fait que tout le temps, ils sont en activité. Tout le temps, ils ont des petits voyages. Tout le temps, ils prennent des initiatives dans leur localité. Tout le temps, c'est d'eux dont on parle. Tout le temps, c'est à eux dont les autorités administratives font recours quand il s'agit de rencontres, de partage d'informations, quand il s'agit de la cité, etc., etc. Donc, ils vont parvenir à faire asseoir un leadership dans leur localité respective parce qu'ils ont compris un peu le mécanisme et ils se sont rendus compte qu'il ne faut pas rester les bras croisés, mais il faut aller vers les opportunités. Et ça, c'est nous, Réseau Mère, c'est ce qu'on les enseigne. C'est ce qu'on leur montre, c'est ce qu'on leur prouve à travers les différentes opportunités que nous avons, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc voilà un peu comment nous arrivons à faire bouger ou à faire fonctionner notre réseau à tous les niveaux. Et à l'heure où je vous parle de 2006 à maintenant, nos démembrements ont toujours fait des activités dans leurs localités respectives. Je peux vous inviter sur notre page RENEDEP Mali. Vous cliquez, vous allez voir. Vous allez voir les 10 dernières années, tout ce qu'on a eu à faire comme activité à travers le Mali, c'est-à-dire dans les régions, dans les cercles. De 2006 à maintenant, c'est en 2021 que peut-être on avait eu un programme, à travers aussi le réseautage, parce que c'est un programme qui couvre 5 pays à travers le monde, le Mali, le Niger, l'Afghanistan, la RDC, Congo et le Burundi. Et au niveau du Mali, il y a un réseau qui s'est créé de 4 ONG internationales et de 5 ONG locales pour constituer un consortium. C'est un programme qui intervient sur 3 thématiques: la justice, la sécurité et l'inclusion. Les acquis seront abordés au cours du débat. Koura Diarra, on a parlé d'opportunités et de fonctionnement et le fait que les jeunes en tirent vraiment profit. Et vous, au niveau de votre organisation, le réseau REGEFPO, comment tout cela s'organise? Comment est-ce que vous partez en contact des associations? Comment est-ce que vous organisez des formations à l'endroit des membres de vos différents réseaux? Peut-être que cela va m'amener à faire une petite un historique de l'organisation. Nous sommes un réseau créé en 2014. Nous avons eu notre récépissé en 2015 parce que la création, c'était presque à la fin de 2014 où on avait reçu des séries de formations en leadership et autres. En son temps, le bailleur, ou bien même l'organisateur principal de l'ONG qui nous a renforcés, c'est le NDI. Elle avait identifié des manquements au niveau des organisations de la société civile au sein des partis politiques. Elles avaient vu quand même une insuffisance de nombre de jeunes femmes qui évoluent au sein de ces 2 entités, c'est-à-dire les partis politiques et les OSE. Et après des séries de formations, nous, à notre niveau, on était une trentaine de jeunes femmes de 18 à 35 ans. Et j'avoue qu'il y avait quand même le besoin. Il y avait le besoin. Le besoin était là. Et
le NDI nous a formés. Mais nous, à la fin de ces années de formation, on s'est rendu compte que en tout cas, les acquis n'étaient pas assez suffisants pour nous mettre sur le terrain. Parce qu'il fallait compétir, il fallait se former et autres là. Parce que la compétition est rude, il faudra être préparé mentalement et en tout cas physiquement aussi. Partant de cette nécessité, on s'est constitué un réseau. Les activités, c'était à nos frais. Il fallait participer à des activités, il fallait élargir aussi davantage le réseau. Et il fallait aussi se mettre à la tâche pour recevoir des acquis des aînés qui nous avaient précédés et également faire un plan d'action pour voir l'évolution des membres. Et le bailleur aussi avait entrepris ses actions aussi parce que l'objectif n'étant pas atteint par une série d'activités, il fallait aussi nous suivre. Et jusqu'à présent, ils sont là-dessus. Et nous aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait faire nécessairement un plan d'action pour, au fur et à mesure, mettre en exécution tous nos besoins, en tout cas tout ce qu'on aura besoin pour faire connaître le réseau et aussi avoir des acquis pour notre leadership. Et comme je l'ai dit au début, il va falloir qu'on ait un objectif commun, un but commun et aussi avoir des visions communes. Ça nous a beaucoup aidé parce que chacune de nous avait connaissance de ses insuffisances, de ses problèmes et de ses besoins. Et en ce moment, on s'était dit aussi qu'il va falloir qu'on mène des actions collégiales. Parce que Maïga a un besoin, Touré aussi a un besoin, Koulibaly a un besoin. On n'a pas les mêmes besoins, mais quand même, tout ce qui est indéniable, tout ce qui est quand même pour atteindre l'objectif commun, il va falloir qu'on s'y mette, soit de façon individuelle ou de façon collégiale. Ça nous a permis d'évacuer quand même des besoins et en faisant des activités. Et à travers ça, il y a des bailleurs qui nous ont rapprochés. Et nous aussi, on est allé taper aussi à la porte. Souvent, ça aboutit, souvent, ça n'aboutit pas. Et en 2016, on a eu notre toute première activité. Et jusque-là, on est en train de se féliciter des acquis de cette formation-là. On en reviendra. Oui, et aussi, peut-être que je vais davantage vous dire que c'est un besoin. C'est un besoin, en fait. C'est un besoin pour faire évoluer le réseau et aussi de ses membres. C'est un besoin. Madame Touré Aminatou Abdou Saleh du réseau Nala. Nous entendons souvent dire que les acquis, les bénéfices, les avantages des réseaux sont souvent tirés par les leaders, ceux qui sont à la tête des réseaux. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces affirmations? Alors, moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Les leaders, en fait, les fondateurs des réseaux, ils sont là pour la bonne mise en œuvre des objectifs. Ils sont là pour veiller à ce que tout se passe correctement. Mais les plus grands bénéficiaires de ces réseaux, c'est ceux qui adhèrent. Ceux qui adhèrent aux différents réseaux, je pense que ceux qui gagnent, c'est 10 fois plus que les créateurs du réseau. Parce que nous, on est là à la tâche. On est dans les formations, on est dans le coaching, on est dans les mentorats, on est dans la recherche de financement. On est dans mille et une choses à la fois, en plus de nos propres activités industriels, si je peux le dire. Donc, je pense que les adhérents ont beaucoup plus à gagner que nous, parce que eux, ils profitent déjà de notre réseau, de nos connaissances. Ils profitent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre expérience et on les amène aussi à une autre échelle où ils peuvent avoir accès à d'autres opportunités dont, quand ils sont seuls, ils ne vont jamais accéder à ça. Même nous, en fait, qui avons créé ces réseaux seuls, il y a des opportunités qui s'offrent à nous tous. Seuls, on ne peut pas l'atteindre. Donc, le fait de se mettre en réseau là, certes, nous, on avance, mais on fait avancer encore beaucoup de personnes avec nous. Donc, c'est vraiment ça l'objectif.
La recherche de partenariats, la recherche de bailleurs, est-ce que tout cela est important dans le réseautage? C'est très important parce que pour arriver à une échelle là, pour passer à l'échelle comme on le dit, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Pour passer d'un point A à un point B, ça c'est indéniable. Les financements, les accompagnements, il faut ça. Donc, dans le planning de tout réseau, toute association, je pense que l'évolution de tout le groupe est très importante. Nous, on évolue, mais tous ceux qui adhèrent avec nous dans notre vision, on évolue tous ensemble pour faire un autre point. S'ouvrir au marché international, c'est l'un des acquis de votre réseau. Exactement. Au-delà de ça, est-ce que vous avez d'autres expériences à nous partager? Alors là, j'en ai beaucoup à partager. Donc, comme vous avez dit, s'ouvrir à un réseau, ça nous amène déjà à s'ouvrir au monde. Nous, on a participé avec notre réseau à beaucoup d'expositions et de foires à l'échelle internationale en France, les salons de l'agriculture, le CIAL, au salon de l'agriculture d'Abidjan. Et il y a beaucoup aussi de rencontres qui se passent à l'échelle internationale sur des thématiques très importantes, donc, dont nous participons peut-être individuellement. Et les acquis de ces rencontres aussi le réseau en bénéficie. Donc, on peut aller dans une mission, dans une rencontre internationale en Turquie, mais quand on revient, tous les acquis de la Turquie, si c'est une personne qui part, on le met à disposition du réseau. Donc, c'est vraiment très, très important. Et il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, en fait. C'est le mot leadership est revenu. Le mot leadership est revenu plusieurs fois, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est aujourd'hui. Quand on n'a pas un certain leadership, on ne peut pas avancer. Nous avons beaucoup d'organisations qui existent. Mais pourquoi elles n'émergent pas? Posons-nous cette question. Parce que je pense qu'il y a un problème de synergie qu'il n'y a pas. Il y a un problème de leadership. Ce leadership-là, il faut on est obligé de l'avoir pour passer à une autre échelle. Ce leadership, on est obligé de l'avoir. Si aujourd'hui, toutes ces organisations qui sont là, comme vous avez dit dans l'introduction, il y a des centaines et des centaines d'associations d'ONG qui pullulent et qui sont créées tous les jours. Mais où est-ce qu'elles sont? Dans la vie active, où est-ce qu'on les voit? Ils sont rares. Ou bien, quand ces associations, quand il y a des acquis qui sont là, les gens ne bénéficient pas, ou bien c'est géré d'une autre façon qui ne profite pas forcément à tous les membres. Donc ça aussi, c'est un grand problème, surtout nous avec les femmes là. Entre les femmes là, on n'est pas trop gentils entre nous, hein, il faut le dire. On n'est pas trop gentils entre nous. Comment ça? Mettre les femmes ensemble, oui. Ça c'est très, très, très compliqué. Donc, quand aujourd'hui, il y a une association qui arrive à sortir la tête de l'eau, à faire bouger les choses, à avoir des acquis concrets, je pense qu'il faut féliciter. Il faut jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe dans On dirait que c'est intéressant. Hein? Donc, penchons-nous voir qu'est-ce qu'elles font que les autres ne font pas. Qu'est-ce qu'elles essaient de faire changer. Parce que c'est ça aussi qui est important, le changement. Il y a je ne vais pas citer, il y a beaucoup d'associations qui sont là des décennies, depuis les années 90, 2000, qui sont toujours là. Mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas et ça ne fait pas avancer aussi la cause, la cause de tous les adhérents. Donc, moi, je pense, quand on se met ensemble là, si après 10 ans, on est au même point, ça veut dire qu'il faut laisser tomber. Alors, Monsieur Yacouba Amidou Maïga, déjà la première question que j'ai eu à poser à Madame Touré, c'était déjà de savoir est-ce que les avantages que les réseaux apportent, les opportunités que vous avez, c'est vous seul, la tête du réseau qui en profite, et les autres sont là, ils sont à la traîne. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup. Oui, généralement, c'est vraiment le discours qui est tenu un peu partout, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des partis politiques. C'est toujours le discours qui est tenu. Mais la question qu'il fallait se poser, ces opportunités dont on parle, le réseau ou l'association a fait combien d'années de vie pour que ces opportunités arrivent? Est-ce que
il faudra poser la question à ce responsable qu'on accuse de tout limiter à lui seul, de faire la liste avec les gens avec lesquels il a créé le réseau ou bien l'association. Certains sont où? Parce que les associations, on sait que c'est sur la base du bénévolat que ces organisations sont créées. Et l'adhésion à ces organisations est volontaire. Il n'y a pas de conditions d'adhésion, il n'y a pas d'engagement d'adhésion, il n'y a pas de texte qui disent que voilà, pour adhérer, voilà. Non, c'est volontaire. Tu regardes les objectifs de la structure, de l'association ou du réseau, tu vois que ces objectifs cadrent parfaitement avec ce que tu défends au quotidien. Parce que chacun d'entre nous au quotidien essaie de faire quelque chose pour dire que lui aussi, il va apporter sa petite pierre à l'édifice national. C'est partant de là que tu décides d'adhérer à une association. C'est-à-dire que tous les adhérents n'ont pas les mêmes objectifs. Oui, les adhérents, chaque adhérent vient avec ses objectifs. Il y a des adhérents qui viennent, qui pensent que dès qu'ils rentrent là, l'opportunité est là, ils vont avoir de l'emploi. Il y a des adhérents qui pensent que non, comme le président brille, dès que je rentre là, je veux briller comme lui. Est-ce que ce n'est pas le message qu'on leur envoie, par exemple? Oui, c'est ça. C'est pour cela, dans mon intervention tout à l'heure précédemment, je l'ai annoncé, j'ai dit qu'il est important que quand les gens viennent en association, de les enseigner la vie associative. Parce que l'association même a ses exigences. Quand tu viens volontairement, pour la vie de l'association, pour que cette association puisse vivre, l'État ne donne pas de subventions pour que cette association puisse exister ou bien vivre. Les partenaires techniques et financiers ne donnent pas un budget depuis la création de l'association pour dire que non, c'est pour la survie de cette association. Au départ, ce sont les cotisations des membres volontaires que les responsables et puis ceux qui sont actifs dans l'association prennent de gauche à droite pour voir ce qu'ils peuvent faire pour vraiment rehausser l'image de l'association, pour pouvoir créer un CV à l'association. Si j'ai dit CV à l'association, aujourd'hui, le seul canal que les organisations connaissent, les réseaux, les associations, les ONG, pour pouvoir avoir des ressources, ce sont les subventions. Et pour avoir une subvention quelque part, il faut que ton organisation puisse avoir un CV. C'est-à-dire qu'une durée de vie, et puis elle a eu à faire des activités, un rapport, 2 rapports, 3 rapports, en tout cas des choses que l'association ou le réseau peut présenter pour dire que ah oui, nous existons, nous travaillons, nous essayons de nous maintenir. Maintenant, parmi ces membres-là qui disent que seul le chef profite, combien ont le courage de pouvoir attendre ce temps-là? Point d'interrogation. Et c'est pour cela que, comme elle l'a si bien dit, le réseau profite à ces bénéficiaires-là quand, en tout cas, les opportunités arrivent. Parce que les opportunités, c'est toujours, en tout cas dans un sens. Soit c'est des cibles qui ont été identifiées, il faut aller à leur secours, les assister. Soit c'est des communautés que tu as vues qui n'ont pas de point d'eau, il faut aller. Soit dans le cas de la gouvernance, il y a un problème de gouvernance que nous prenons, nous dénonçons, etc., etc. Donc là, les cibles, c'est eux qui profitent en tout cas de l'organisation. En plus des cibles-là, les membres qui ont osé, qui sont plus aguerris, qui sont courageux, qui sont actifs, qui sont restés, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, c'est des membres qui vont profiter en tout cas de l'organisation. Mais souvent, les gens résument tout à l'argent, alors qu'il n'y a pas que l'argent. Aujourd'hui, à travers ces réseaux-là, tu peux avoir des membres-là qui, chaque 2-3 mois, là, ils sont dans l'avion, ils partent aux États-Unis. Ils partent en France, ils partent à Bruxelles, ils partent au Sénégal, ils partent au Burkina, au Niger. Qui, si ça ne tenait qu'à eux, là, même chez vous, c'est un problème pour aller là-bas et revenir. Mais c'est un profit. Ils prennent l'avion aux frais d'un partenaire à travers l'organisation pour aller au Sénégal représenter l'organisation. Faire une semaine dans des forats où c'est le partenaire qui prend en charge. Son billet d'avion est pris en charge. Sa restauration est prise en charge. Et au fini, souvent, il a des per diem pour ses dîners.
Mais on va poser la question déjà à savoir brièvement, mais qu'est-ce que le partenaire lui-même, il gagne en finançant vos activités? Le partenaire, en finançant nos activités, nous ne savons pas la convention bilatérale qui le lie à notre État. Parce qu'on ne peut pas quitter là-bas aux États-Unis pour venir s'installer comme ça. C'est qu'on a des intérêts, on a des objectifs qu'on veut atteindre, même si ces objectifs-là, de façon ouverte, ne sont pas partagés avec nous. Mais c'est que nous sachions quand même, il y a quand même un mécanisme pour leur permettre de s'installer au Mali, pour intervenir. C'est après avoir trouvé cette autorisation que nous sommes même informés de leur existence au Mali et que peut-être ils vont manifester, en tout cas à travers un appel à projet pour dire aux organisations, associations, bon, nous voulons travailler dans ce domaine-là. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche, ça peut être l'auto-emploi, etc., etc. Et nous aussi, quand on voit l'appel et que les conditions, en tout cas posées, on voit que notre organisation répond à ces conditions-là, on essaie de monter un projet en fonction de la thématique indiquée et nous allons cibler des bénéficiaires pour dire que si c'est le maraîchage, je travaille déjà avec des groupements de femmes du Mandé, je veux en tout cas leur monter un projet de maraîchage et puis je vais soumettre. Et si ça passe, je pars dans ces communautés-là pour voir ces groupements de femmes avec les autorités sur place, administratives et locales. À la fin de l'émission, avant notre dernier tour de table, Koura Diarra, vous parliez tantôt des acquis du réseau REGEFPO en quelques minutes. Est-ce que vous pouvez les avancer avant que je ne pose la dernière question? À vous. Oui, bon, je tiens aussi à compléter mes deux collègues, mes camarades. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui, parce que souvent, c'est les réseaux sociaux ou bien l'association qui repose sur les efforts de quelques individus. Peut-être c'est le leader qui paye les frais de facture, la location et autres. Souvent, c'est un peu compliqué. Et dans certaines structures, tu as même du mal à avoir l'expertise nécessaire pour même démarcher des partenaires. Et ça, ce n'est pas occulté. Et souvent, les membres ne cotisent pas? Souvent, il y a certaines organisations qui ont même du mal à recouvrir les cotisations et autres. Oui. Bref, c'est pour les compléter. Souvent, ce n'est pas ça, mais quand même, il faut accepter de se sacrifier et aussi d'accepter les conditions de but non lucratif. Parce que souvent, on voit seuls les avantages, mais quand même, les labeurs, sinon le labeur qui a été quand même fourni par des individus, quand même, on ne les voit pas. Mais on voit juste les avantages. Pour répondre à votre question, et la toute première activité subventionnée par le partenaire au REGEPO, le REGEPO, quand même, je vous l'ai dit, c'était à hauteur de millions, des dizaines de millions. Et vous savez que nous-mêmes les membres même qui ont initié ou même exécuté les travaux, n'ont bénéficié même pas 100 000 francs par individu. Mais quand même, on s'en tient à le faire parce qu'on a des bénéficiaires, on a des objectifs à atteindre. Il faudra aller vers ça. Et nous initions aussi des activités de formation à l'endroit des femmes pour rehausser aussi l'éclat de la participation politique et citoyenne des femmes de façon générale. Et aussi notre principale cible, ça c'est la jeune femme. C'est presque fini. La dernière question, je tiens à la poser. Est-ce qu'il faut forcément être membre d'un réseau pour voir son activité évoluer? En une minute avant que je donne la parole à Mme Touré. C'est un atout. C'est un atout. Et puis souvent, c'est même des conditions principales, l'une des conditions principales pour étendre ces Vous êtes du même avis, Mme Touré? Je suis parfaitement du même avis que Koura. Les réseautages pour évoluer? Oui, il faut se mettre en réseau pour avancer. Monsieur Comme je l'ai dit tout à l'heure, seul on avance, ensemble on va plus loin. Ça va te permettre d'accepter l'autre, de mieux connaître l'autre
et aussi peut-être avoir les mêmes objectifs ou même les mêmes buts et les mêmes avantages. C'est la fin de ce débat. Le thème était les réseautages, cette nouvelle étape de la vie associative. Nos invités étaient Mme Touré Aminatou Abdou Saleh, vice-présidente du réseau NALA, réseau des nouveaux leaders de l'agrobusiness en Afrique. Koura Diarra, chargée de communication du réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile et REGEFPO. Yacouba Amidou Maïga, président du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENIDEP. Ils ont participé à ce débat qui a été modéré par Mariam Koulibaly et réalisé par Imirana Kiloumaïga. À la partie technique, il y avait Noum Djire et Adjaratou Traoré. Merci et à demain.